Ok, donc, nouveau chapitre électrocinétique. Alors, vous avez déjà fait des TP d'électrocinétique là, cette année? Vous avez revu un peu des choses, non? La loi d'Ohm. Alors, ouais. La loi des mailles. Bon, alors, électrocinétique, ça veut dire qu'il y a des charges électriques, et ça veut dire qu'elles bougent. Il y a un mouvement de charge, c'est un courant. Intéressé au courant électrique. Alors normalement, il est bon de faire ce cours après avoir fait l'électromagnétisme, mais les contraintes du calendrier fait qu'on ne peut pas le faire dans cet ordre-là. Donc, enfin, vous savez ce que c'est qu'une charge électrique. Alors, je dirais, parce que tout le monde dit tout le temps charge électrique, on devrait dire porteur de charge électrique. C'est-à-dire, vous avez des particules qui sont porteuses de charge. Par exemple, un électron qui porte une charge élémentaire E. Alors, faites moins E, où E, c'est 1,6, etc., 10,19 coulombs. Alors maintenant, depuis les nouvelles définitions des unités, E est une valeur, enfin, le coulomb est défini par la charge élémentaire. Postule que la charge élémentaire, ça vaut tant, 1,6 et quelques. Il doit y avoir 6 chiffres. Oui, alors 602, mais même plus. Enfin, il doit y avoir 6 ou 7 chiffres significatifs. 10 moins 19 coulombs. Bien. Mais vous pouvez avoir un courant électrique avec des ions chargés positivement ou négativement. Cation ou anion. Je dis pas lequel est lequel. Si, non, mais je crois que je sais en fait. Vous savez, mais je crois que l'anion il est négatif. Ouais. Yes. Ça fait parce qu'il y a un N dedans. Ah, exactement. Ok, donc il faut y avoir Alors, il peut y avoir aussi dans des semi-conducteurs des trous qui se déplacent, c'est-à-dire des défauts d'électrons, qui sont donc un manque d'électrons par rapport à ce qui est attendu en quelque sorte par le matériau, et donc un manque d'une charge négative, c'est une charge positive. Donc ça peut être des trous, ça peut être comme ça, et donc ça, à ce moment-là, c'est une charge positive. Bon. En tout cas, vous savez que les charges électriques se présentent, sont quantifiées au sens où il ne peut y avoir que des multiples. Il n'y avoir que des multiples de la charge élémentaire. Enfin, alors, qu'est-ce qu'on appelle un courant électrique? Donc, en électrocinétique, on va se contenter pour l'instant de travailler avec des fils électriques. Alors, il y a le fameux modèle de Drude qu'il est bon de connaître. Je ne sais pas si vous voulez qu'on le refasse en détail ou rapidement. Vous prenez un fil de section petit s, ou grand S, et si vous mettez un champ électrique E capable d'accélérer les charges, vous allez avoir sur chaque porteur de charge petit q, vous avez une force qui s'écrit F égale QE. On reverra ça en électromagnétisme, enfin bon, vous connaissez ça. Donc s'il y a un champ E dans le fil, enfin n'importe où dans le fil, il y a une force qui s'exerce sur les particules. Alors, comment on crée un champ E? En pratique, quand vous faites de l'électrocinétique, vous faites une différence de potentiel. En fait, si on avait fait l'électromagnétisme avant, on aurait vu que le champ E, qui est une composante fondamentale de l'univers, dérive d'un potentiel. Le champ E créé par une charge Q placée à l'origine d'un repère, c'est E égale Q sur 4 pi epsilon 0 R2 UN. Voilà le champ E. Et ça, vous voyez que ça ressemble beaucoup à la force, au champ gravitationnel. Mais en particulier, vous voyez que ça dérive d'un potentiel. C'est la dérivée. Ça, c'est en fait moins gradient d'un certain truc qu'on appelle potentiel.
ça c'est le champ électrostatique, ça c'est le potentiel électrostatique. Que doit être V pour que moins grade V soit égal à ça? Ben, il suffit de regarder. Il faut que V soit Q sur 4pi epsilon 0 R, tout court. C'est un nombre, ça, c'est un scalaire. Hein, si vous dérivez ça par rapport à R, ça va faire moins 1 sur R2, et vous prenez moins le gradient, ça fait 1 sur R. Voilà, voilà le résultat. Donc ça, c'est le potentiel créé par une charge, Q. Si Q est négatif, le potentiel à 1 sigma, alors c'est toujours défini à une constante près, comme pour la gravitation, en général, on se débrouille pour que, enfin, on choisit de dire que ça vaut 0 à l'infini. Ce qui compte, bien sûr, c'est le gradient du potentiel, le champ électrique, électrostatique, qui va définir la force qui s'applique sur le corps. Donc vous avez un potentiel créé par une charge. Maintenant, si vous avez une distribution de charges, plein de charges partout, positives, négatives, à différents endroits, eh bien le potentiel correspondant, en n'importe quel point de l'espace, c'est la somme de tous les potentiels créés par chacune des charges individuellement. Bon. Pas de difficulté particulière. Alors, pour créer un champ, il faut donc créer un gradient de potentiel. Différence de potentiel entre différents endroits. Alors, encore une fois, on ne va pas faire l'électromagnétisme maintenant, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Simplement vous rappeler que pour faire passer un courant dans un fil, vous établissez une différence de potentiel au moyen d'un générateur de tension, typiquement. Un générateur de tension, c'est un générateur de différence de potentiel, puisque la tension entre un point A et un point B, par définition, ce qu'on appelle UAB, c'est VA moins VB, la différence de potentiel entre là et là. Si VA est plus grand que VB, vous avez une tension UAB comme ça qui est positive. Et ça veut dire que, vous voyez que le champ il est suivant moins le gradient de V. Le gradient de V il est dans la direction où V augmente, donc moins gradient de V, et dans la direction où V décroît. Donc ça vous fait un champ E qui est orienté comme ça. En chaque point de l'espace, il y a un champ E. Alors, suivant la géométrie du problème, ce champ E n'est pas nécessairement constant, mais enfin, c'est pas très important pour ce qu'on veut faire. Entre deux plaques de condensateur, par exemple, grosso modo, si vous négligez les effets de bord, donc vous avez un certain potentiel ici, VA, un certain potentiel ici, VV, sur les deux conducteurs métalliques, et vous allez avoir un champ qui est très, très uniforme, sauf sur les bords où les lignes de champ font des petites choses un peu comme ça. Enfin, grosso modo, vous avez un champ uniforme E, qui vaut quoi? Eh bien, s'il est uniforme, vous voyez que E égale constante, ça veut dire que le gradient est constant, c'est-à-dire que V varie linéairement, et en fait, vous avez un champ E qui vaut V1 moins VB sur la distance ici entre les plaques, par exemple, fois U, si j'appelle X, la direction en question. En tout cas, j'écris ça pour, même si on ne va plus beaucoup l'utiliser, enfin on utilisera beaucoup en électromagnétisme, mais pas en électrocinétique, j'écris ça pour que ça vous marque bien que E, c'est des volts par mètre, l'unité. Donc, enfin, je vais mettre moins 1. Ça, c'est la différence de potentiel, c'est des volts, et ça, c'est une distance, une longueur. Donc par définition, le volt, c'est l'unité de tension électrique, c'est l'unité du potentiel électrostatique. Ok, alors reprenons notre fil maintenant. On a une force sur chaque porteur de charge Q, on a une force F égale QE qui s'applique, et puis on a aussi le poids. C'est quoi l'argument pour le négliger? Ben, l'argument pour le négliger, c'est qu'il est négligeable.
Et on va voir pourquoi il est négligeable. Alors, si vous avez, mettons que vous mettez une différence de potentiel même super faible, 1 volt sur 1 mètre. D'accord ? 1 volt par mètre, on va dire. Mettons que ça fait 1 volt par mètre. C'est petit, hein ? C'est une différence de 1 volt sur 1 mètre. Le champ électrique, il est minus. Que vaut cette force-là? Pour un électron, ça fait 1,6 10-19 coulombs fois 1 volt par mètre. Tout est dans une unité qui va bien. Ça, c'est une force et des newtons. Comparons avec le poids de cet électron dans le champ gravitationnel terrestre. C'est quoi la masse d'un électron? C'est 10 puissance moins 27, même beaucoup plus faible, 30. 9,1, 10 moins 31, enfin 10 moins 30, grosso modo, kilogrammes fois G, ok, 10 mètres par seconde carré. Donc ça fait les 10 moins 30, allez, 10 moins 29, c'est le maximum. Donc c'est 10 milliards de fois plus petit que même le champ électrique, enfin la force électrique subie par un champ électrique minable. Donc c'est complètement négligeable. Le poids des charges, des porteurs de charges élémentaires est complètement négligeable. Ça vous dit que la force de gravitation, elle est très très faible par rapport à la force électrique. Simplement, nous on ressent que celle-là parce que la nature est neutre en général. Donc on ne sent pas, on n'est pas attiré par des charges, on n'est pas nous-mêmes chargés ni attiré par des charges. Mais pour un porteur de charge élémentaire, la force de gravitation, il faut complètement l'oublier. Par conséquent, on peut écrire pour chacun de ces porteurs de charge eh bien, les équations du mouvement, masse fois l'accélération égale somme des forces, mais on pourra négliger le poids. Donc, m dv sur dt égale QE. Et donc ça dit que... alors, si on démarre à un endroit à vitesse nulle, la force est dirigée suivant E. Donc on va supposer qu'on a E uniforme, voilà, plus simple. Et donc on va avoir V qui vaut Q sur M E fois T, juste l'intègre. J'intègre une constante. Et ça, vous voyez que au bout d'un moment, une vitesse infinie. Voilà, ça croît, et ça va même dépasser la vitesse de la lumière, et à un moment il va se passer un truc. En fait, il se passe un truc bien avant, c'est que les électrons dans un métal, ils ne sont pas libres de se déplacer. Alors, on les appelle les électrons libres, donc ils peuvent se déplacer, mais ils subissent une résistance. S'ils vont trop vite, au bout d'un moment, il y a des forces de frottement à l'intérieur du matériau qui sont en fait proportionnelles à la vitesse. On peut les modéliser, première approximation, comme étant proportionnelles à la vitesse. Et donc en fait, en plus de cette force-là, il y a une force de frottement. Alors, il n'est pas dans le vide, l'électron. S'il est dans le vide, voilà ce qui se passe. Ça c'est sûr. Dans un milieu, il y a tout un tas d'interactions avec la matière qui fait que, de manière effective, il se manifeste une force que je peux représenter comme ça, moins lambda V avec un certain lambda, qui est un coefficient de frottement dont les unités sont des kilogrammes par seconde. Là, oui, bon, ok, je l'appelle comme ça, why not? Du coup, en fait, l'équation du mouvement, ça c'est une équation du premier ordre, coefficient différentiel à coefficient constant du premier ordre. Il suffit de l'intégrer. On l'a déjà fait, c'était comme la chute, on l'a déjà fait ça. Ça va donner ça va donner un truc qui exponentiellement se rapproche d'une vitesse limite avec une constante de temps qui est justement m sur lambda. Donc vous intégrez ça et vous allez tomber vers quelle vitesse limite? Comment on trouve la vitesse limite sans le résoudre tout explicitement? On est face au cube. Voilà. Quand on aura la vitesse limite, dv sur dt sera égal à 0, puisqu'il n'y aura plus de variation de vitesse, et donc on dit tout de suite que la vitesse limite c'est QE sur lambda. Sur M.
V limite égale QE sur 1. D'accord. Donc il y a une certaine vitesse limite. On l'atteint au bout de quelques fois l'échelle de temps. Vous vous rappelez, on est à 1% de la limite au bout de 4,6 fois taux, enfin, c'est l'échelle de temps. Et quand on regarde cette échelle, enfin quand on regarde en vrai dans les matériaux, cette échelle de temps est très 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 courte. Donc, on peut considérer que c'est immédiat. D'accord. En gros, dès que vous mettez une différence de potentiel dans un fil, il s'établit bien sûr donc un champ E, et ce champ E va mettre en mouvement les charges instantanément. Alors, c'est jamais instantané. Et en particulier, si vous avez des champs électriques oscillants, vous mettez un courant alternatif, le champ il y a un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Donc, si l'oscillation n'est pas trop rapide, c'est-à-dire que la fréquence n'est pas monstrueuse, c'est tellement rapide l'établissement du courant que quand le champ est comme ça, tous les électrons vont comme ça, quand le champ est comme ça, tous les électrons vont comme ça, et ça suit. Et évidemment, quand vous augmentez la fréquence au point qu'à peine l'électron il a démarré à aller par là, on lui demande d'aller par là, et à un moment ça finit par se décaler, c'est compliqué, et donc à très très haute fréquence, c'est plus aussi simple. Donc on se place en général dans ce qu'on appelle l'approximation des régimes quasi permanents, ou quasi stationnaires, RQS et RQP. On fait l'hypothèse, on fait deux hypothèses, une que effectivement, immédiatement le courant s'établit, et d'un bout à l'autre du circuit, tout s'établit en même temps. C'est-à-dire quand vous retournez le champ, vous retournez votre source de tension, si vous le retournez là, le temps que l'autre bout du circuit soit au courant que vous l'avez retourné, ça prend du temps. Ça ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière pour se propager d'un bout à l'autre. Donc ça prend un peu de temps. Mais si le temps de parcours de l'information sur votre circuit est plus petit que la période de retournement du champ, donc la période du signal oscillant, alors vous pouvez considérer qu'en permanence, vous êtes à un régime permanent. Si je peux dire. D'accord. En permanence, vous êtes à un régime qui est établi, qui vaut ce qu'il vaut, et le système répond à ce régime. Donc, l'approximation des régimes quasi permanents, quasi stationnaires, consiste à dire, en gros, que le temps de parcours du signal sur le circuit, qui est de l'ordre de la taille du circuit divisé par C, la vitesse C, un petit peu moins que C, mais enfin c'est cet ordre de grandeur, parce que c'est des ondes électromagnétiques qui jouent, c'est des circuits électromagnétiques. Donc en gros ça va à la vitesse C. Pour parcourir tout le circuit, il faut L sur C, et bien il faut que ce temps-là soit très petit devant la période du signal de pi sur oméga, où oméga est la pulsation du signal électrique. Donc on comprend très bien d'un point de vue physique. Et par ailleurs, donc ce temps-là est ce temps-là est petit devant tous les autres. D'accord, les électrons, ils atteignent leur vitesse limite immédiatement. C'est l'hypothèse qu'on fait, mais qui est très bien vérifiée. Parce qu'ils ont une masse très très faible, ils ont une inertie minable, les électrons, 10-31 kg. Donc à peine vous mettez une petite force, ça y est, quoi. La masse fois l'accélération égale la force. Donc l'accélération, la masse est tellement petite que l'accélération, elle est très grande. Donc ça les met tout de suite en mouvement, ils atteignent tout de suite la vitesse limite. Voilà ce que ça veut dire. Il faut que vous saisissiez ça, l'idée. Après, on oublie ces considérations quelque part. Mais ça justifie justement ce qu'on ne s'intéresse pas à la dynamique individuelle des électrons. Ils atteignent leur vitesse limite. Ok. Alors, comment relier maintenant le mouvement de ces charges au courant? Qu'est-ce qu'on appelle le courant? Le courant électrique. C'est un débit. Hein? C'est un débit, non? Alors, effectivement, c'est un débit au sens où, par définition, le courant électrique, c'est la quantité de charge qui traverse une section du fil par unité de temps. Bon, vous coupez votre fil comme ça, là, une petite surface S.
Le courant, c'est combien il va passer de charge par unité de temps. Alors, dans le modèle de Drude, c'est un modèle simpliste et simplifié, mais qui permet d'obtenir des ordres de grandeur tout à fait raisonnables et qui, malgré tout, traduit bien la physique du problème. C'est simplifié au sens où on va dire que tous les porteurs de charge ont tous la même vitesse et qu'ils sont répartis dans le fil avec une densité qui est la même partout. On suppose que c'est homogène, ils ont tous la même vitesse. En fait, il y en a qui vont un peu plus vite, d'autres un peu moins vite, puis ça varie dans le temps, il y a de l'agitation thermique, etc. Mais bon, on prend la moyenne. Voilà. Le modèle de Drude consiste à faire comme si tout le monde avait la vitesse moyenne. Donc, en gros, vous avez n porteurs de charge par unité de volume. Vous avez le Q, ça c'est la charge de chaque porteur de charge. C'est pareil, on suppose qu'ils ont tous la même charge. Charge des porteurs de charge. Vous supposez qu'ils vont à la vitesse V. Je dis qu'ils sont tous collinéaires dans la direction du fil. J'appelle UX la direction du fil. Faut pas que je mette un moins là. D'accord, là. Et ben voilà. Alors combien de charges, si on a ça, combien de charges traversent la surface S du fil pendant dt. Pendant dt, les charges qui traversent la section S, alors on peut l'orienter, c'est le vecteur S, UX. À chaque un élément de surface, on peut associer un vecteur qui a pour norme la surface et pour direction la normale à la surface. On peut choisir d'un côté ou de l'autre. Alors, effectivement, donc, il suffit de faire un petit dessin. Voilà la section qu'on considère, là, S. Et les électrons qui vont traverser pendant dt sont tous ceux qui sont contenus dans le petit cylindre de longueur ici, VDT. Puisque pendant dt, ils vont tous parcourir un chemin VDT. Celui qui était là, il va se retrouver là, VDT plus loin. Celui qui était là, il va se retrouver, il vient juste passer. Celui qui était là, il n'est pas passé. Il est trop loin, il n'est pas passé. Donc tous ceux qui étaient plus près de la surface que VDT, ils ont traversé. Donc la quantité de charge qui a traversé pendant dt, les charges qui traversent sont au nombre de... Alors donc combien la densité, combien il y en a par unité de volume, fois le volume, et le volume c'est S fois VDT. Alors là, j'ai tout mis collinéaire. Si ce n'était pas collinéaire, on aurait juste un produit scalaire. On aurait N, S, scalaire VDT. On verra ça en électromagnétisme. On aura vraiment besoin de faire attention à cette direction-là. En électrocinétique, on a des fils et on considère que tout va dans la direction du fil. Le fil peut être tordu, mais les charges et le champ suivent le fil. Voilà. Mais enfin, voilà. Donc ça, c'est le nombre de charges. Et donc, la charge qui passe, c'est le nombre de charges fois la charge des charges. D'accord. La charge traversant la section S pendant dt est donc dq égale, j'aurais peut-être pu écrire N des taux avant, là, ça c'est le volume du petit cylindre que j'ai dessiné. Je l'ai dit oralement, mais ça s'écrit aussi. Donc dq c'est q fois
N, enfin c'est Q fois ça. C'est des taux. Hein? C'est des taux, pas des T. C'est un volume. C'est un volume, c'est le volume des Ah, c'est pas le même taux. Oui, oui, non, c'est le volume de... Pendant des T, il traverse, donc C'est une concentration. c'est une charge Q, N, S, B, C'est une concentration, dt. c'est une densité de charge. Ok, et donc ça fait... Bah, ça fait... ok. Alors, on aime bien noter ça. Alors, encore une fois, il y aurait des produits scalaires si c'était pas aligné. Ça fait. C'est une densité de Bon, charge. je sais même pas si c'est la peine que j'ai fait ça. Enfin, C'est trop tôt. ouais, c'est un peu tôt. Quoi. Quand on fera l'électromagnétisme, ça sera clair pour tout. J'efface mon fil, là. Donc le courant I, eh bien c'est NQVS, parce que c'est dQ sur dt. dQ sur dt. Donc ça s'appelle J, et ça s'appelle la densité de courant. Vous avez ici une charge fois une vitesse, fois la densité de porteur de charge. C'est comme une quantité de mouvement, mais c'est pas la masse, c'est la charge qui compte. Une quantité de courant. Par unité de volume, donc densité, bien sûr. Ok? Bon, alors, on a vu que donc, ce J là qui vaut NQV, plus il y a de porteurs de charge, plus il est grand. Et là, il y a la fameuse vitesse limite dont on a vu, moi je l'ai effacée, enfin, elle dépend de la force de frottement dans le matériau, enfin, de ce qu'on a modélisé comme une force de frottement. Alors, en fait, donc J, le vecteur, ça c'est la densité de courant, si je le mets vectoriellement, c'est NQV, on verra ça en électromagnétisme, enfin, c'est bien de le noter déjà. J égale NQV, hein, c'est simplement le vecteur associé à ça. Ça dit en plus dans quelle direction ça va. C'est tout à fait naturel. C'est bien la quantité de courant, mais pas par unité de volume, densité de courant. Et en fait, on a vu que V, tel que je l'avais écrit, hein, V c'était la vitesse limite, c'était QE sur lambda, avec le paramètre lambda, proportionnel à E. Alors ça s'appelle la loi d'Ohm locale. Local parce que ça considère, en chaque point du système, le vecteur densité de courant est proportionnel au vecteur champ électrique. Si vous mettez plus de champ électrique, il y a plus de courant. On le voit ici, hein, tout ça est lié au fait que la vitesse limite est proportionnelle au champ, en direction et en ordre. Donc ça c'est la loi d'Ohm locale. Et ça, le coefficient qui relie la densité de courant au champ électrique, ça s'appelle la conductivité. Électrique. Pas thermique, bien sûr. Mais c'est le même type de loi. Vous avez quelque chose qui produit un résultat, qui produit un courant. Là, c'est un champ électrique qui produit un courant électrique, et la conductivité, c'est le facteur de proportionnalité. Donc, un matériau est d'autant plus conducteur que son J va être grand pour un E donné. Mais un J grand, ça veut dire une vitesse grande, c'est-à-dire que la vitesse limite, elle va être plus grande, ça veut dire que le lambda, le facteur qui résiste, le frottement va être plus petit. Donc quelque chose qui a une grande conductivité, c'est quelque chose qui résiste peu, c'est-à-dire que les particules, les porteurs de charge peuvent avoir une plus grande vitesse, enfin, peuvent avoir une vitesse avant de plus accélérer. Enfin, tout ça est très naturel. Donc ça s'appelle la conductivité. Et du coup, ben voilà, alors on a une relation I qui vaut JS, donc je peux maintenant remplacer J par sigma E. Encore une fois, il n'y a rien de nouveau, c'est juste la définition de la conductivité qui est liée à la vitesse limite, donc à la résistance que le matériau oppose à la circulation du courant.
dans une seconde, on va appeler résistivité l'inverse de la conductivité, c'est une autre façon de voir les choses. Donc, oui, alors, là on a E, donc je vais l'écrire comme ça, on a I du coup qui vaut sigma ES oui, d'accord. Et maintenant, je voudrais mettre là-dedans la différence de potentiel. On a vu que E, le champ E, c'était delta V sur... Voilà, enfin, c'est moins gradient de V, sur la distance entre les deux points. Enfin, je vais l'écrire comme ça. C'est V1 moins VB sur la distance entre A et B. Bon. Je vais l'appeler L. Donc ça me fait U à B en fait. Sur L, j'appelle L la distance entre les deux. Et donc je peux écrire ici I égale sigma S sur L fois U à B. Et ça, c'est le courant qui va de A à B. Voilà. Et bien ça, c'est la loi d'Ohm. Donc U égale RI. Avec R égale L sur sigma S, qu'on peut réécrire ρ L sur S avec ρ égale 1 sur sigma, c'est juste une autre façon de voir les choses, et ça s'appelle la résistivité électrique. Plus c'est conducteur, moins c'est résistant, plus c'est résistant, moins c'est conducteur. Résistivité électrique. En fait, tel qu'on l'a mis là, ce n'est rien d'autre que ce lambda divisé par Q. Hein, parce que tout c'est... fois N. Pardon. Le sigma, c'est N Q sur lambda. Donc ρ, c'est l'inverse de ça. C'est lambda. Lambda, c'était, vous vous rappelez, quand on avait M dV sur dt égale QE moins lambda V. On a dit, il y a une force, un frottement fluide qui se manifeste, et j'appelle lambda le coefficient de frottement. Okay. Alors, son origine microscopique, elle est complexe. En plus, c'est des interactions quantiques, en fait, dans le matériau. Mais peu importe. Quand vous faites la moyenne sur toutes les forces qui s'exercent partout, c'est un truc proportionnel à la vitesse, en première approximation, mais c'est tout à fait correct. Donc voilà. Et là, on voit bien que ce lambda, plus le frottement est grand, plus lambda est grand. Donc ça, c'est vraiment, c'est la résistivité. Et donc, on le retrouve là. Si je réexprime, enfin, le sigma, on a dit que ce sigma, là, on a dit que c'était dans ce modèle. C'est NQ sur lambda. Et donc, ρ, c'est lambda sur NQ. Encore une fois, dans ce modèle-là. Donc, la résistivité est bien proportionnelle à lambda. C'est lambda, c'est ça, c'est la force de force. Et il y a ce N, la densité de porteurs de charge, ça c'est quelque chose d'important. Plus il y a de charges qui peuvent se déplacer, plus la conductivité est grande. Puisque pour une même différence de potentiel, chaque charge va subir la force et va se mettre en mouvement. Si vous avez 3 fois plus de charges qui peuvent se déplacer, il y a 3 fois plus de courant. C'est aussi simple que ça. Donc c'est proportionnel à N, bien sûr. Inversement, la résistivité est inversement proportionnelle à N. Et c'est comme ça que vous faites les différences entre des bons conducteurs et des mauvais conducteurs. Et la
D'accord? Un isolant n'a pas de charge à n égale 0, c'est réglé, il n'y a rien qui peut se déplacer, donc il n'y aura pas de courant. Un bon conducteur, comme le cuivre, va avoir beaucoup de porteurs, une densité de porteurs de charge très grande, enfin plus grande qu'un mauvais conducteur. Donc vous voyez, c'est un petit modèle très simple, mais qui capture bien l'essentiel du problème sous-jacent. Et donc, vous voyez qu'on a en fait démontré cette loi d'Ohm, où on voit plusieurs choses intéressantes. Alors, U proportionnel à I, bon, ok, U proportionnel à U, bon. Ça s'appelle la résistance, bien sûr. Et vous voyez qu'elle s'exprime comme ρ L sur S. Alors ça c'est une formule, je pense qu'il est bien de la connaître par cœur. Ρ égale L sur S, R égale ρ L sur S, pardon. En tout cas, moi je la connais par cœur, je ne connais pas beaucoup de formules par cœur, je ne sais pas pourquoi, celle-là je la connais et je pense qu'elle est éclairante. Bon, c'est proportionnel à un coefficient qui dépend du matériau qui est la résistivité, mais c'est important de comprendre que c'est inversement proportionnel à la surface. Si vous mettez une surface plus grande, évidemment la conductivité, c'est comme tout à l'heure, si la surface est 2 fois plus grande, il passe 2 fois plus de courant. Donc pour un même champ électrique, donc une même tension, vous avez une résistance, enfin vous avez un courant 2 fois plus grand, donc une résistance 2 fois plus petite, donc c'est inversement proportionnel à S, c'est évident en quelque sorte. Et c'est proportionnel à L, c'est-à-dire que si vous mettez un fil 2 fois plus long, pour une même différence de potentiel totale, en fait la résistance elle est double. Donc on voit là, quand on met des résistances en série, l'une derrière l'autre, ça augmente d'autant la résistance. Là, on voit que les résistances en série s'ajoutent, et là, que les résistances en parallèle, leur inverse s'ajoute. Puisque les surfaces, c'est en parallèle. Si vous avez un fil là, plus un, enfin, vous les mettez tous en parallèle, les fils, ça augmente la surface. Donc, dans cette formule, il y a tout, en fait. L'addition des résistances en série, et l'addition des inverses des résistances en parallèle. Vous aviez levé la marge. Ouais, mais je me suis fait. D'accord. Alors, à l'échelle microscopique, pourquoi la résistance est proportionnelle à L? En fait, on voit comment il arrive, le L. Le L, il arrive dans le fait que le champ électrique, c'est U sur L. C'est-à-dire, pour une même différence de potentiel, si vous mettez la différence de potentiel sur une petite distance, le champ électrique est grand, puisque c'est des volts par mètre. Si vous mettez sur une longue distance, le champ électrique, il est tout petit. Donc, dans votre compétition ici, pour arriver à la vitesse limite, si le champ est petit, la vitesse sera petite aussi. Donc, c'est comme si vous aviez résisté plus, en quelque sorte. Donc, tout ça se comprend très bien, en fait, avec ce petit modèle très simple. Donc, c'est bien de l'avoir en tête et de comprendre que U égale RI, c'est pas un postulat, c'est évident, il suffit de résoudre. C'est de la mécanique, hein. On a fait de la mécanique. On a écrit l'équation du mouvement des porteurs de charge. On a simplifié le problème en supposant qu'ils étaient tous les mêmes, etc. Mais c'est juste de la mécanique, on les intègre et on regarde au bout du compte, pour une différence de potentiel, donc un champ électrique donné, combien il y a de charge qui passe, quel est le courant. Oui, est-ce que le lambda qu'on avait introduit pour maîtriser les frottements, c'est notre ρ? Non, le ρ, c'est lambda sur NQ. Ça dépend aussi de la quantité de charge. Ça, c'est pour une charge individuelle. Après, la résistance est d'autant moins grande, ou la conductivité est d'autant plus grande qu'il y a plus de charges qui peuvent se déplacer. Mais oui, c'est lié à ça. Plus lambda est grand, plus la conductivité est grande. Plus la résistance est grande, bien sûr. La résistivité est grande. Ok? Alors, quelle heure est-il? Ok. Donc, on a notre loi d'Ohm, U égale RI, très bien. Alors maintenant, dans un circuit électrique, en général, comme vous savez, on considère que la résistance d'un fil, en réalité, c'est très faible. En fait, en général, on la néglige. Parce que... alors, je vais effacer, je sais pas. Dans un circuit, on a un générateur de tension. Alors, on appelle ça une force électromotrice, un générateur de tension. Et en général, vous faites des dessins comme ça. Vous mettez une résistance R1, une résistance R2,
résistance R3. Par exemple, quelque chose comme ça. Voilà. Quand on écrit ça, on fait comme si toute la résistance était là, là et là, et puis les fils, on considère qu'ils ne sont pas de résistance. En fait, bien sûr, un fil a toujours une résistance, c'est juste la résistance du fil est très petite devant les résistances qu'on met explicitement pour faire de la résistance. Un fil tout seul, un fil conducteur, parce qu'un fil isolant, c'est une super résistance évidemment, infinie même, mais un fil conducteur, on le choisit pour que justement il résiste très peu. Et s'il résiste peu, la différence de potentiel entre le début du fil et la fin du fil, enfin entre deux points du fil quelconque, elle est quasi nulle, même s'il y a beaucoup de courant. Si on fait l'hypothèse que R tend vers 0, alors la différence de potentiel tend vers 0. Donc, en général, quand on modélise des circuits comme ça, les résistances là sont suffisamment grandes pour que tout ce qui se passe juste dans les fils soit complètement négligeable. C'est l'idée. Alors on peut calculer la résistance des fils, un fil de longueur L, si vous connaissez la résistivité, et ça dépend que du matériau. Si vous connaissez le nombre de porteurs de charge dans le matériau, la charge des porteurs de charge, en général c'est E, et puis justement, enfin, une espèce de coefficient de frottement, enfin une espèce de résistivité intrinsèque, vous connaissez ρ, donc ça vous pouvez regarder, vous tapez sur internet, résistivité du cuivre, il y a une valeur, résistivité de l'or, il y a une autre valeur, enfin voilà. Donc ρ est connu, vous multipliez par la longueur du fil et vous divisez par sa section, et vous allez voir si oui ou non, cette résistance, elle est de l'ordre du micro-ohm, ou si elle est du micro-ohm, vous oubliez, par rapport à dès que vous mettez 2 ohms de résistance, ça va être complètement... Donc voilà, enfin vous pouvez toujours l'estimer, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on le néglige par défaut quand on fait un schéma comme ça, on ne le dit même pas que les fils sont de résistance négligeable, parce que c'est la convention, enfin, si on écrit un fil, c'est que je suppose c'est négligeable. Oui, alors du coup, ça me fait penser que l'unité de la résistance, je ne l'ai pas dit, c'est des ohms, enfin vous le savez, ça s'écrit comme ça, et ça se note avec un oméga. Alors CD, comment on le relie aux vraies grandeurs fondamentales du coup? Ça, ce courant-là, c'est des coulombs par seconde du coup, des charges par unité de temps. Ça s'appelle des ampères. Ampères. Donc en fait, dans le système international, je crois que c'est l'ampère. Même maintenant, oui, même maintenant, ils ne se sont pas passés au cours, c'est un peu idiot. Enfin, c'est pareil. Donc, un coulomb, c'est un ampère seconde, un ampère, c'est un coulomb par seconde. Ici, donc ça, c'est fondamental. On a défini la charge électrique pour savoir tant de coulombs. Et ça, c'est donc des volts. Alors, c'est quoi l'unité des volts? On a la force F égale QE. D'accord? Donc ça, c'est des coulombs. Ça, on a dit que c'était des volts par mètre. Et ça, bien sûr, c'est des kilogrammes mètre seconde moins 2. Donc en fait, le volt, on peut le ramener à des kilogrammes mètre seconde et coulomb, ou ampère. On peut tout ramener à kilogrammes mètre seconde et l'une ou l'autre, ampère ou coulomb en général. Donc on se place dans le système d'IMK-SA, mètre, coulomb, seconde, ampère. Donc si on ramène tout ça aux ampères, on a ici, on a dit que ça c'était des ampères secondes, le coulomb. Et donc un volt, c'est en fait un kilogramme mètre carré seconde moins 3 ampère moins 1. Sauf erreur, si ça c'est des ampères secondes, le volt... Ah non, si c'est ça. Divisé par S, donc ça fait S moins 3. Et voilà, c'est ça. Bon.
Donc n'exprimez jamais des tensions en kilogrammes mètre carré seconde moins 3 ampères moins 1, mais voilà, ça vaut ça. Écrivez-les en volts, mais sachez que c'est pas une unité en plus, c'est juste un raccourci pour... Bon, ok. Oui, alors est-ce qu'on peut retrouver la loi des nœuds, la loi des mailles ici, là? La réponse est oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut le faire vite fait? Alors, je vais appeler ce point-là le point A, ce point-là le point B, celui-là C, celui-là D, point 9, celui-là E. Non, il y a déjà un E ici. Bon, là, je vais l'appeler U0. Bon, alors il faut vraiment voir ça comme un courant d'électrons, comme si c'était de l'eau qui passe d'une hauteur élevée à une hauteur plus basse. Donc ça s'écoule comme ça, vous avez un certain courant I. Les électrons qui passent là, eh bien, il faut bien qu'ils aillent quelque part, donc ils se répartissent entre ici et là. Donc je vais appeler ça I1 et ça I2. Et puis là, ils se recombinent ici. Et par conservation de la charge, les charges ne peuvent pas disparaître. Donc tout ce qui est en régime permanent, ou quasi permanent, tout ce qui traverse une section du fil ici, doit traverser n'importe quelle section en aval. Sinon, c'est qu'il y a une accumulation quelque part. Et donc on n'est pas en régime permanent. Si ça augmente quelque part, c'est pas permanent. Donc tout ce qui traverse là, par conséquent, bien évidemment, I égale I1 plus I2. Oui, puis là j'avais déjà anticipé que ce I-là c'est le même qu'avant, parce que justement c'est I1 plus I2. Donc les courants, donc ça s'appelle la loi des nœuds. Quant à la loi des mailles, là c'est encore plus trivial. Par exemple, si vous avez un point A, un point B, quoi qu'il puisse y avoir là, ça c'est une boîte noire, ça c'est une boîte noire, ça c'est une boîte noire, et ça c'est une autre boîte noire. Si vous prenez une maille, vous partez de... Non, je vais faire des choses comme ça. Si vous partez d'un point et que vous revenez au même point, la différence de potentiel est nulle. Donc vous avez V1 moins VB plus VB moins VC plus VC moins VD plus VD moins VA. À l'évidence, ça fait 0, ça fait 0, ça fait 0, ça fait 0. Vous avez 0 égale ça, mais ça, c'est UAB, ça, c'est UBC, etc., etc. Bon. Donc évidemment, loi des mailles. Et évidemment aussi, UAB égale moins UBA, parce que VA moins VB, c'est moins VB moins VA. Enfin, c'est... Oui. Ok, alors, addition des résistances en série. R1, B, C, R2. Il y a une conservation de la charge, donc le débit de charge est le même tout du long, il ne peut pas y avoir ni disparition ni d'apparition des charges, donc le courant est le même partout. Et donc la première loi d'Ohm ici qui nous dit que UAB égale R1I, et la deuxième qui nous dit que UBC égale R2I, sachant que ça c'est VA moins VB et que ça c'est VB moins VC, si vous faites la somme des deux, vous allez avoir VA moins VB plus VB moins VC, donc VA moins VC qui vaut ça plus ça. Et donc à l'évidence, on a UAC qui vaut R1 plus R2I.
Donc bien sûr, les résistances s'ajoutent en parallèle, en série. C'est ce qu'on avait vu déjà avec le fait que la résistance est proportionnelle à la longueur du fil. On l'avait vu sur un fil, là on le voit de manière générale, quelle que soit la manière dont on réalise une résistance au courant. C'est vraiment là, c'est de la logique élémentaire. C'est pas une loi de l'électricité, on est d'accord. Si VA moins VB égale R1I et VB moins VC égale R2I, la somme de ça plus ça, ça fait VA moins VC. Il n'y a juste rien à en dire. Enfin, c'est pas une loi de l'électricité, surtout pas. C'est une loi du calcul élémentaire. C'est 1 plus 1 égale 2. Alors en parallèle maintenant, si vous avez R1 et R2, si vous avez I ici, alors I se subdivise en I1 et I2 par conservation du débit de la charge en fait en régime stationnaire. On a I qui vaut I1 plus I2. Mais la loi d'Ohm nous dit que de ce côté-là, alors comme le fil n'est pas conducteur, on peut n'est pas résistant, on peut négliger sa résistance. Le potentiel à l'entrée de cette résistance est le même qu'à l'entrée de celle-ci, et à la sortie pareil. Donc on a en fait VA moins VB qui, vu dans la branche du haut au R1I, R1I1, et vu dans la branche du bas, vaut R2I2. Ça c'est le même UAB pour tout le monde. Donc on a finalement I qui vaut donc I1 plus I2 qui vaut UAB sur R1. Ça c'est la première branche. Enfin c'est je dis ce que vaut I1 ici. Et I2 ce que ça vaut, ça vaut UAB sur R2. Et donc I vaut UAB facteur de 1 sur R1 sur 1 sur R2. Par conséquent, UAB égale à 1 sur 1 plus R1 plus 1 sur R2 I. Enfin, ce petit I là. Voilà. Donc la résistance équivalente, qui est tout ça. R équivalent ici. C'est 1 sur la somme des inverses. Donc on a 1 sur R équivalent qui vaut 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc les résistances, l'inverse des résistances s'ajoute en parallèle. R équivalent égale R1 R2 sur R1 plus R2. Exactement comme la masse réduite. Là. R1 N2 sur R1 plus N2, c'est le même principe. Vous ajoutez les inverses. C'est en parallèle. Et encore une fois, c'est pas une loi d'électricité, c'est une loi du calcul. D'ailleurs, il n'y a pas de loi de l'électricité. Enfin, si, la seule chose nouvelle qu'on a introduite par rapport à la mécanique, c'était qu'il existe une force F qui vaut QE. Ça, c'est une loi fondamentale. Enfin, c'est une force fondamentale de la nature, il n'y a rien à y faire. À partir du moment où il y a cette force, le reste, on a juste écrit MA égale somme des forces. Hein. Donc l'électrocinétique, c'est de la mécanique. C'est de la mécanique à l'échelle individuelle des porteurs de charge. Et comme on ne va pas les suivre tous un par un, parce qu'il y en a des centaines, des milliards de milliards dans le moindre morceau de métal, on fait un truc en moyenne, et du coup, on fait émerger des lois macroscopiques qui sont des comportements généraux, on les appelle lois de l'électrocinétique, mais il n'y a pas une loi nouvelle. Alors, il est 16h, ça pourrait être le moment de faire une pause, ou alors on enchaîne et on fait les condensateurs, et on fait les bobines, ou alors on s'arrête et on fait des exos mécaniques pour ceux qui veulent rester, comme vous voulez. Peut-être bien de faire quand même quelques moments cinétiques, quelques exos, mais en même temps, si vous préférez faire de votre côté,
discute. Enfin, vous venez de voir si vous avez un problème, ça peut le faire comme vous voulez. On peut aussi faire une pause de 5 minutes, Ouais. on en discute, et enfin vous en discutez, et puis on voit ce qu'on fait. Ça marche. On fait une pause? Allez, pause. On coupe le...